Salam alaikum. Donc, comme promis, on est comme vidéo à le cours, on va le détailler petit à petit. Donc, اللي يفهم بومبا يجرب الفيديو، اللي ما يفهمش يعاود. de toute façon انا لازم نديطايي قد ما نقدر، باسكو مازال لحد الان مازال الناس تبوزي لي دي كيستيون على حوايج دو باز اون بليس. كاين اللي مازال ما بداوش كاع يقراو اكسيتيرا، مانيش عارفو علاه، ما نعرفوش راهم يستناو الوغ كي تو. دونك فوالا، دونك على فان دو لا فيديو بوزيو دي كيستيون هما عندكم في لي كومونتير، ولا بروبوزيو لي، ولا قولوا لي سي جامي يا بليزيور كيستيون نعاود لكم فيديو واحد اخر. قولوا لي واش من الحوايج اللي ما راكوش تفهموهم مليح، وما تخليونيش نعوم وحدي هكذايا، لازم تريبوندو لي. Voilà, donc le système forcé. Le système forcé à un degré de liberté, c'est quoi? Un système forcé, c'est un système euh, qu'il soit amorti ou non, il subit une force externe qui entretient son oscillation, qui entretient le mouvement. Elle exerce une force externe qui fait osciller le système. Voilà, il n'est plus laissé librement pour osciller librement comme pour les systèmes livrés. Là, il est forcé, il est obligé d'osciller. Voilà. Alors, cette force, normalement, elle peut être quelconque, elle peut être ce qu'elle veut. Mais nous, dans le chapitre là, on ne voit que les formes sinusoïdales. Ça veut dire que, comme cette force-là. Donc F, elle varie entre moins F0 à F0. Voilà. Donc le moins c'est pour changer le sens, donc elle change de sens. Comme le cosinus oméga t, il est entre moins 1 et 1. Donc F sera entre moins F0 et plus F0. Voilà. Donc j'ai pris cet exemple là simple, parce que le but c'est de trouver l'équation de mouvement et de trouver la solution. Après, on va compliquer petit à petit. Alors, c'est un système masse-ressort amortisseur, comme d'habitude. On a déjà fait avant, c'est la même chose. On a une masse qui fait une translation. Elle a la coordonnée x par rapport à une origine O. Je l'ai placé ici. Donc, x dépend du temps. La vitesse, c'est dx sur dt. On a dit qu'on la note x point. Voilà, on a la vitesse. Donc l'énergie cinétique tout de suite sera 1 demi de m, la vitesse au carré, qui est x poids au carré. Et puis pour l'énergie potentielle élastique, il n'y a que l'élastique de toute façon, parce que le mouvement il est horizontal, donc on ne parle pas de la gravitation, il n'y a pas de hauteur qui change. Donc sera quoi? Sera 1 demi de k fois l'élongation du ressort, le changement de longueur au carré. Le changement de longueur ici, c'est quoi? C'est x. Parce que à l'équilibre, cette masse-là, elle était là. Et donc le ressort, il avait sa longueur naturelle, il n'était pas allongé ni compressé. Donc quand la masse a une distance x, eh ben, le ressort sera allongé de x, ou là de compressé de x, lorsque la masse sera de ce côté. Donc EP sera uniquement 1 demi de kx carré. Pas de gravitation. On aura besoin de la fonction de dissipation parce qu'on a un amortisseur ici. Donc par définition c'est 1 demi de alpha fois la vitesse linéaire au carré. La vitesse linéaire ici c'est x point, on a dit, puisque l'amortisseur il est relié à la masse. Il varie comme la vitesse d'amortissement ici sera la vitesse de la masse, puisqu'il est connecté à la masse. Très bien. On connaît la méthode de Lagrange. Il s'agit de trouver la fonction de Lagrange L qui est égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. 1 demi de mx point au carré moins 1 demi de kx au carré. L'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. C'est une fonction à deux variables, x point et x. Et qui s'appelle la fonction de Lagrange ou le Lagrangien du système. Très bien. L'équation de Lagrange, dans ce cas-là, s'écrit comment? S'écrit comme ça. Donc cette partie-là, vous la connaissez jusque-là. C'est l'équation de Lagrange
pour le système amorti. Maintenant qu'on a une force qui est appliquée sur la masse, eh ben on la rajoute ici, plus F. Mais ici, je dois souligner une chose, c'est que comme cette équation de Lagrange elle est équivalente à la relation fondamentale de la dynamique, la somme des forces égale à l'accélération, hein, on ne met ici que les forces qui sont appliquées sur la masse. Les forces qui ont leur point d'application sur la masse, dans la masse. Vous vous rappelez, la somme des forces égale à l'accélération. Les forces qu'on met dans, qu'on inclut, c'est quoi? C'est les forces qui sont appliquées sur la masse. Et une force qui est appliquée par l'intermédiaire d'un objet et puis qu'elle affecte la masse, mais elle n'est pas appliquée directement, on ne la considère pas. On ne considère que les forces qui sont appliquées sur la masse. Ok. Donc cette force-là, elle est appliquée sur la masse, elle varie entre moins F0 et plus F0. Et puis la masse M, elle va varier elle va varier entre deux amplitudes aussi. On ne les connaît pas justement, on va les chercher. Hein. Donc le but, en fait ici, c'est appliquons une force qui a une amplitude constante F0. Et elle change, donc F change entre moins F0 et F0. Comment cette masse va osciller? Avec quelle amplitude? Avec quelle manière? Très bien. Donc voilà l'équation de Lagrange. Donc à chaque fois qu'on a un système comme ça, on applique celle-là. Fx parce que je prends, si jamais F elle est inclinée ou ça, je ne prends que la composante selon l'axe du mouvement. Fx, donc dans notre cas, F c'est Fx. Hein, c'est tout F qui est appliqué sur l'axe X. Donc je mets Fx sera F ici. Voilà. Donc, si je dérive cette fonction par rapport à x point, j'aurai, donc pour ceux qui ne savent pas encore, dérivation partielle, c'est quoi? Quand je dérive par rapport à une variable, l'autre variable sera considérée comme constante. Dans ce cas-là, je dérive par rapport à x point, donc ça veut dire que cette partie est constante. La dérivée d'H, c'est 0. La dérivée de ce terme, c'est 1 demi de m, c'est une constante. Donc dérivée de x point au carré par rapport à x point, ça sera 2x point. 2 avec 2, c'est parti. Donc j'aurai mx point. dl sur dx point sera égal à mx point. Je le dérive de nouveau par rapport à t, et donc j'obtiendrai mx de point, puisque dérivé de x point par rapport à t, hein, à chaque fois que je dérive par rapport à t, je rajoute un point. Donc c'est l'accélération. Parce que x ne dépend que du temps dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on a mis une dérivée totale. Alors que c'est une dérivée partielle, parce qu'il y a deux variables. Très bien. Donc ce terme-là, c'est mx de point. Maintenant, je viens au deuxième terme, moins dl sur dx. dl sur dx, ça c'est 0, moins 1 demi de kx carré. Pareil, x carré par rapport à x, c'est 2x. 2 avec 2 se simplifie, j'aurai moins kx. Moins kx. Moins kx avec le moins qui était ici devient plus. Donc c'est plus kx égale. D, elle est là. Je dérive par rapport à x point. J'aurai moins alpha x point. Donc j'aurai alpha x point. Donc moins alpha x point. Hein, je la transmets au premier côté. Au côté de gauche. Donc je change de signe. Elle devient plus alpha x pour moins. Voilà l'équation que j'obtiens. Égale F0, donc là c'est des règles, je remplace Fx par ça, alors c'est F0 cos oméga t. Voilà la réponse à la question trouver l'équation de mouvement. Donc ça c'est l'équation de mouvement, c'est là. Ça c'est l'équation de mouvement. Si on demande l'équation de mouvement, on s'arrête là. Maintenant, si on veut déterminer les coefficients d'amortissement, la pulsation de vent, etc., il suffit de diviser par m. Et là, on obtient x point. Ici, j'aurai alpha sur m, k sur m. Donc, k sur m sur oméga 0 carré. Et alpha sur m, c'est 2 delta. Donc, on déduit que delta est égal à alpha sur m, oméga 0, etc. Et à 0, voilà le nouveau terme pour le système forcé. Donc, ça sera quoi? Ça sera f0 sur m. Donc là, on a 3 termes. Pour le système amorti, on avait 2 termes. On avait delta et oméga 0. Pour le système
Non, on n'avait que oméga 0. On a rajouté delta. Et le forcé, là, on a rajouté un troisième terme. Donc, on a 3 termes à établir à chaque fois. Donc, c'est ces 3 termes-là, ces 3 constantes qui vont changer d'un système à l'autre. Mais l'équation sera toujours à peu près de la même forme. Qu'est-ce qui va changer? Peut-être ici, au lieu de cosinus, on aura un cosinus, ou alors de cosinus. Mais ici, on aura une fonction sinusoïdale. Et je vous avais parlé que les formes de sinusoïdale, ça peut être cosinus, ça peut être sinus, ça peut être la somme de cosinus et sinus. Combinaison de cosinus et sinus. Donc, c'est les 3 possibilités qu'on va avoir. Voilà. Alors, donc après, là, on a obtenu une équation différentielle. Donc, la solution sera quoi? Donc là, le travail sera mathématique. Donc, ce que je vais faire après, là, ça va être des maths. Donc, n'attendez pas de moi de vous expliquer les maths. Moi, je vais appliquer ce que nous disent les maths. Comment ils résolvent cette équation. Donc, bien sûr, derrière, il y a des théorèmes, des machins, etc. Moi, je ne vais pas les... Alors, la solution de cette équation différentielle, on la connaît, on sait comment faire. Quand on a une équation différentielle ici, on dit quoi? On dit la solution de cette équation sera égale à la solution homogène plus la solution particulière. C'est quoi la solution homogène? C'est la solution de la même équation, mais sans le second nombre. Ça, la solution de cette équation s'appelle XH. Oui, mais cette équation, on la connaît, nous. Cette équation, c'est l'équation du système amorti. Et on savait qu'il y a 3 possibilités, 3 solutions possibles, selon que delta supérieur, inférieur ou égal à oméga 0. Donc, XH tranquille, on la connaît celle-là. Si je connais delta, je connais oméga 0, je peux tout de suite dire c'est quoi la solution. Très bien. XH, on sait comment faire. Très bien. Maintenant, XP, c'est quoi la solution particulière? Comment on fait pour la trouver? Ah ben, c'est simple aussi. Hein, les matheux, ils disent, ils ont un tableau, XP sera toujours prise de la même forme que le second membre, la fonction qui est dans le second membre. Comme ici, c'est une fonction sinusoïdale, eh ben, XP sera écrite pareil, cosinus, je mets cosinus, c'est sinus, je mets sinus, c'est combinaison, en principe, je peux prendre ce que je veux. Sinusoïdal, je peux prendre cosinus, je peux prendre sinus. Mais pour simplifier, pour aller vite, vous allez voir après, si c'est cosinus, je mets cosinus, si c'est sinus, je mets sinus. Voilà. Maintenant, si c'est une combinaison, je mets cosinus, ça marchera. Je mets comme ça. Très bien. Alors, maintenant, ici, j'ai récapitulé la solution. Donc, x de t est égal à 1 de ces 3 solutions, plus la solution particulière qui a cette forme, hein, puisqu'elle est de la même forme. Attention, j'ai dit elle est de la même forme que le second nombre. Je n'ai pas dit qu'elle est égale au second nombre. Donc, c'est pour ça que donc on la prend la plus générale possible. Donc ici, cosinus oméga t. Ici, on prend une amplitude inconnue, un déphasage inconnu. Je ne peux pas avoir une fonction sinusoïdale plus générale que ça. Hein. Maintenant, si le second membre est une exponentielle, ici je prends une exponentielle. Si c'est une polynomiale, imaginons qu'ici on a j'ai AT plus B. Eh ben, ici je prends une autre constante, c'est CT plus. Imaginez ici j'ai 2T maintenant. Ça c'est un polynôme d'un degré, donc je prends une constante fois T plus une autre constante. Maintenant, logarithme, je prends un logarithme. Mais nous, je rappelle, on a dit qu'on ne voit que les fonctions sinusoïdales, que les forces sinusoïdales. Voilà. Donc la solution complète, c'est celle-là. Donc là, la solution complète, elle s'écrit de cette façon. Très bien. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas ici? Donc on ne connaît pas les constantes. Donc à chaque fois, que ce soit la première solution, la deuxième ou la troisième, à chaque fois j'ai 2 constantes. A phi, c'est 1C2, c'est 1C2. Et là ici, j'ai de nouveau constantes x et phi. Et moi, les conditions initiales, j'ai x de 0 et x point de 0. J'ai 2 équations. Donc, je peux déterminer 2 constantes. Alors que là, j'ai 4. Donc, il faut déterminer x et phi. Donc, je vais déterminer. Comment on les détermine? Ah ben, c'est simple. C'est juste appliquer ce qu'on a dit. On a dit que ça, c'est une solution particulière. Ça veut dire quoi, une solution particulière? Ça veut dire que
elle vérifie cette équation. Si je remplace x par cette forme, dans cette équation, ben, elle doit être vérifiée. Elle doit être vérifiée, puisque c'est une solution particulière. Très bien. Donc maintenant, oui, avant d'aller chercher les constantes x et phi, hein, ici on doit juste souligner un caractère de cette solution. C'est que, c'est que la somme de ces deux fonctions, ce sont des fonctions, hein, c'est x en fonction du temps, et cela c'est en fonction du temps aussi. Ça, le graphe de ces trois fonctions, on les connaît. Ça, c'est apériodique, critique ou pseudo-périodique. Et ça, c'est une fonction sinusoïdale, comme vous connaissez, vous savez tous comment elle est une fonction sinusoïdale. Hein. Elle varie entre une amplitude, moins l'amplitude et plus l'amplitude. Très bien. Donc, si je fais la somme des deux, ben, je vais avoir, pendant un moment, je vais avoir n'importe quoi. Je vais avoir quelque chose, ok, quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas régulier, je veux dire. Mais on sait déjà, on a déjà vu que, quelle que soit la solution, elle tend vers zéro à partir d'un moment. Toutes ces trois fonctions tendent vers zéro. Donc pendant un moment, j'ai la somme des deux, mais à partir d'un moment, j'ai que la deuxième, puisque ça devient égal à zéro. Donc ce moment-là critique, à peu près, on le prend en général supérieur à 3 sur delta. Delta, vous vous rappelez, ça a l'unité de seconde moins 1. Donc l'inverse sera en seconde. Et ça, ce temps-là, il est très petit en général. Vous vous rappelez, si vous allez regarder le devoir, là, on a calculé delta plusieurs fois, vous avez trouvé c'est plus d'une dizaine, etc. Le delta en général, il est grand. Hein. C'est plus dizaines, centaines ou mille, même la dernière fois on a trouvé 2600, je ne sais pas quoi, dans le devoir. Donc si tu divises 3 sur delta, ça va être quelque chose de très petit. C'est une fraction de seconde. En une fraction de seconde, hein, le système devient permanent. Donc là, on a étalé un petit peu la période, le régime transitoire, dans lequel il y a les deux solutions. Donc c'est pour cela que ce qui est visible en général dans les expériences, ce qui est visible dans le système d'oscillation, c'est le régime permanent qu'on voit. Et donc, voilà la formule. Voilà la formule de régime permanent. Vous vous rappelez l'animation la dernière fois, on n'a même pas parlé de régime parce que c'est pas visible. Dès que je mets le moteur en marche, je vais voir une sinusoïdale. Vous vous rappelez. Sinon, vous pouvez retourner voir la vidéo. Voilà, on passe aux choses sérieuses. Enfin, tout est sérieux ici. Mais on passe à la détermination de x et phi. C'est quoi x et phi? C'est les amplitudes, l'amplitude et le déphasage de la fonction de la solution permanente. Et la solution particulière qui est elle-même la solution dans l'origine permanente. Ok. Maintenant, on va utiliser les complexes. Pour cela, je vais vous faire un petit rappel. Pour un nombre complexe, il a trois formes d'écriture. Il y a la forme algébrique que vous connaissez tous, partie réelle plus i fois la partie imaginaire, ça s'appelle la forme algébrique. Cette forme, elle peut s'écrire sous forme trigonométrique r cos phi plus i, oui voilà, comme ça, plus i sin phi. Et ça s'écrit, ça c'est la forme de Moivre, le passage de là, ça c'est des égalités par définition, ce n'est pas des égalités mathématiques, c'est des définitions. Donc, R exponentielle i phi, elle est, voilà, le module fois exponentielle fois i fois l'argument. On appelle ça le module, on appelle ça l'argument. Alors, le module de ce nombre complexe est égal à racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. 1 a carré plus b carré. Et si je fais entre ces deux-là, on fait cos phi, que r cos phi est égal à A et r sin phi est égal à B. Donc cos phi est égal à A sur R, sin phi est égal à B sur R. Si je divise ça par ça, j'obtiens B sur A. Tangente phi est égal à B sur A. Et donc phi c'est égal à quoi? À la fonction inverse. Tangente
fonction inverse de B sur A. Hein, on l'appelle arc tangent. Ah, moi je l'ai noté, c'est tangente moins 1, c'est comme la calculatrice, mais bon, c'est le arc tangente. Chacun l'appelle comme il veut. Très bien. Donc tout ça c'est pour vous dire le module d'un nombre complexe, ça sera la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, et son argument sera égal à la tangente, à l'inverse de la tangente de B de la partie imaginaire sur la partie réelle. Bien. Alors, de ça, on déduit que pour n'importe quelle variable, quel nombre réel, hein, son module, c'est la valeur réelle elle-même. Et l'argument d'un réel, c'est toujours 0, hein, puisque la partie imaginaire est égale à 0. Donc 0, tangente inverse de 0, c'est 0. Hein. C'est quoi l'angle qui a la tangente égale à 0? C'est 0. Entre 0 et pi, bien sûr, on ne va pas compliquer. Alors, ici une autre propriété. Lorsqu'un nombre complexe s'écrit sous forme d'une fraction, hein, le numérateur Z1, dénominateur Z2, bon, le nombre Z1 il peut s'écrire sous cette forme, on a dit comme tout nombre complexe, il peut s'écrire sous cette forme, R1 exponentielle 1, R1 est égal, alors ça c'est, on sait faire ces calculs, c'est égal à R1, R2, ça monte en haut, ça devient exponentielle I phi 1 moins I phi 2. Et voilà, donc ça c'est R1 sur R2, c'est un nombre. Et exponentielle I phi 1 moins I phi 2, c'est un nombre. Donc, Z est égal à R exponentielle I phi. Donc le R est égal à R1 sur R2. I phi est égal à phi 1 moins phi 2. Voilà. Donc, le module d'un nombre complexe sous forme d'une fraction, ça sera le module du numérateur sur le module du dénominateur. Et l'argument d'un nombre complexe sous forme de fraction est égal à l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Voilà. Donc on aura besoin de ces propriétés. Très bien. Maintenant on passe à la méthode des complexes. C'est quoi la méthode des nombres complexes? C'est rien du tout. Elle consiste juste à associer à n'importe quelle variable qui est de forme qui est de cette forme, c'est-à-dire sinusoïdale, cosinus ou sinus. Mais là, elle consiste à associer le cosinus, pardon, uniquement le cosinus. Le cosinus, oui, x de t est égal à grand x cosinus oméga t plus phi, le nombre complexe correspondant. Ça, cosinus oméga t plus phi, nous, on a vu qu'un nombre complexe peut s'écrire sous forme R cosinus plus I sinus. D'accord? Donc ça, c'est la partie réelle d'un nombre complexe comme ça. X cos t plus phi plus I sinus oméga t plus phi. Donc ça, cette fonction, elle est la partie réelle de ce nombre complexe. Alors, la méthode complexe, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle dit j'associe le nombre réel x cos oméga t plus phi par le complexe correspondant, de façon à ce que x de t sera la partie réelle de x que j'ai noté ici, je mets x bar. C'est pour dire que le complexe associé à cette partie réelle. C'est-à-dire je rajoute la partie imaginaire avec le même argument et le même module. Voilà. Alors, ce nombre complexe maintenant, hein, je peux l'écrire, puisque comme tout nombre complexe, qui a trois formes, je peux l'écrire sous sa forme exponentielle. Donc ça c'est le module x exponentielle, voilà, i oméga t plus i. On a dit hein, ici exponentielle, r cos l'angle qu'il y a ici, plus ici l'angle qu'il y a ici. Donc là, si on fait le travail inverse, exponentielle i cos cette parenthèse, plus i sinus cette parenthèse, et je retombe sur ça. Ce nombre complexe, il est associé à la partie réelle. Donc mon x, je ne l'oublie pas. Ma variable que je cherche, c'est ça. Hein. Donc ça, à partir de là, ce sera qu'une méthode de calcul. Elle sert juste absolument à simplifier les calculs. C'est tout. Très bien. Maintenant, une fois que j'ai transformé ma partie réelle en nombre complexe, c'est une association, ce n'est pas une égalité.
x, donc je vais travailler avec le complexe au lieu de travailler avec le réel. Alors, maintenant j'écris x, x bar t est égal à j'utilise cette forme exponentielle. Voilà, je l'ai repris ici. Maintenant j'ai séparé, on sait que exponentielle a plus b est égal à exponentielle a exponentielle b. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, comme le temps il est là, c'est ça la variable réelle, donc là, ça sera un autre nombre complexe. X, ça c'est le module et ça c'est l'argument. Donc voilà, je l'ai noté x bar, donc ça c'est l'amplitude complexe. Avec x bar est égal à notre amplitude réelle qu'on cherche, exponentielle i phi qu'on cherche. Donc nous ce qu'on cherche c'est quoi? C'est ça et ça. Pour les mettre ici et ici, et on revient à notre solution. Voilà. Alors, nos deux constantes x et phi sont le module et l'argument de x bar. Bien sûr. Donc ça, x, elle est égale au module de x bar, et phi, c'est son argument. C'est par définition ça. Voilà. Alors, maintenant, je retourne à ma formulation que j'ai trouvée. Donc, x, petit x bar est égal à grand x bar exponentielle oméga t. Voilà, je reprends là. Je dérive une fois, donc, ça c'est une constante complexe, d'accord, mais c'est une constante, elle ne dépend pas du temps. Donc, exponentielle i oméga t, ce sera i oméga x bar exponentielle i oméga t. Je dérive une nouvelle fois, donc ça c'est une constante, i oméga fois exponentielle i oméga t. I oméga fois i oméga, ça fait moins oméga carré. Moins oméga carré x bar exponentielle i oméga t, voilà. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai x, et j'ai x bar, x point, et j'ai x, 2 points. C'est tout ce dont j'ai besoin. Donc, mon équation différentielle, elle est là. J'ai besoin de x 2 points, j'ai besoin de x point, j'ai besoin de x. Voilà. Et ce cosinus-là, cette force-là, bien sûr, je vais aussi la noter parce qu'on a dit tout cosinus devient exponentiel, devient le nombre complexe associé. Donc ça, cosinus oméga t, il devient exponentiel i oméga t. Voilà. Alors, je remplace dans mon équation, je remplace x de point est là, plus 2 delta fois x point, plus oméga 0 carré x. Voilà, x est égal à 0 fois cosinus oméga t, cosinus on a dit qu'il devient exponentiel oméga t. Très bien. Maintenant, comme le exponentiel i oméga t n'est jamais égal à 0, c'est comme si cette équation elle est multipliée par le même constant. Donc, je peux le simplifier. Vous avez déjà vu un exponentiel qui est égal à 0? Jamais. Donc, je divise par exponentielle i oméga t, et voilà, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins oméga carré x bar, plus du delta fois i oméga x bar, plus oméga 0 carré x bar. Donc ça c'est réel, et ça c'est imaginaire. Il y a x bar qui est partout, donc je le mets en facteur. Et à l'intérieur, j'ai oméga 0 carré, et j'ai moins oméga carré qui est la partie réelle. Et plus de voilà, j'ai un nombre complexe qui est i fois 2i oméga delta, qui est égal à 0. Voilà. D'où, voilà, ça y est, j'ai trouvé l'amplitude complexe, x bar est égal à ça sur ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un nombre complexe sous forme d'une fraction. Donc son module sera quoi? On vient de voir tout à l'heure. C'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Ça, c'est un réel. Son module, c'est lui-même. C'est un 0. Donc, le module du dénominateur, c'est quoi? C'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie réelle sera au carré. Ça sera oméga 0 moins oméga carré au carré plus 2 oméga delta au carré. Donc 2 au carré, c'est 4 oméga carré delta. C'est facile comme bonjour. Et l'argument de mon nombre complexe,
N'oubliez pas, x c'est le module de x bar et phi c'est le x bar, on vient de le dire. Donc l'argument, on a dit, ça sera quoi? Ça sera l'argument du numérateur sur l'argument du dénominateur, phi 1 moins phi 2. L'argument du numérateur, c'est un nombre réel. Son argument, c'est quoi? C'est 0. On vient de le voir. 0 moins l'argument du dénominateur. Pardon, je regarde ici. 0, l'argument du numérateur. L'argument du dénominateur, c'est le arc tangent de la partie réelle sur la partie imaginaire. B sur A. B sur A. Donc 2 delta oméga sur oméga 0 comme oméga carré. Et le arc tangent de ça. Voilà, c'est l'argument. Donc voilà, on a trouvé x et on a trouvé phi. On a trouvé l'amplitude, on a trouvé l'argument de notre solution particulière. Et une fois donc, voilà, on passe par j'ai les zéros ici. Donc, à retenir l'équation différentielle x de égale à 0 cos oméga t a pour solution x de t égale xh plus x. Je n'ai pas repris les xh, mais vous la connaissez. xh c'est une des 3 solutions du système amorti. Si je connais delta et oméga 0, je peux dire laquelle. Donc, et je sais qu'il y a 2 constantes dedans qui sont inconnues. Et là, c'est x cos oméga. Mais là, je connais x et je connais phi. Donc, j'ai plus d'inconnus ici. X est égal à quoi? Est égal à ça. A0, ça se calcule. Oméga, c'est connu. Delta, c'est connu. Oméga, tout connu. Tout connu. Et ici aussi. Donc, ça y est, je sais. Donc, voilà, j'ai une solution sinusoïdale que je connais en fonction de oméga. Des choses que je dois noter bien, que le oméga est le même. Que le oméga est le même. Parce que si j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que lorsque je cherche ici, lorsque je dis que xp est de la même forme que la deuxième, ça veut dire, d'accord, sinusoïdal, la forme, c'est sinusoïdal, mais aussi, il faut qu'elle ait la même fréquence ici. C'est les constantes qui changent. J'ai mis x et phi. Mais la pulsation, elle est la même. Voilà, je retourne maintenant. Voilà. J'ai la solution qui a la même pulsation que la pulsation d'excitation de la force, avec une amplitude et un déphasage, qui ont les expressions suivantes. Et ce que je vois, ce que je remarque, c'est que ces constantes-là dépendent de oméga, dépendent de la pulsation de la force d'excitation. Okay. Pour chaque fréquence, pour chaque pulsation de la force, j'aurai une solution. C'est toujours sinusoïdal, mais seulement j'aurai une autre amplitude et j'aurai un autre déphasage pour chaque pulsation de la force d'excitation. J'aurai une amplitude de la solution ou un autre déphasage. Voilà. Si je retourne. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, la force, on est bien d'accord, elle a toujours une amplitude constante. Par contre, la solution ici, c'est possible, elle a une certaine amplitude d'oscillation pour une fréquence donnée. Si je change cette pulsation, oméga 1, oméga 2, bien ici, je n'aurai pas la même amplitude d'oscillation de la masse, bien que l'amplitude est toujours constante. Donc, ça sera une autre amplitude. Je change encore oméga, j'aurai une autre amplitude, etc., etc. Donc, on aura l'amplitude d'oscillation qui dépendra de la pulsation de la force. Voilà. Très bien. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Les deux constantes dépendent de la pulsation d'excitation oméga de la force. C'est la forme. Voilà, ça c'est... donc ici, j'ai utilisé le second membre, la forme de la force comme cosinus oméga t, mais c'est possible aussi qu'on rencontre une force sinusoïdale. Donc si f est égal
F0 sinus oméga t. Dans ce cas-là, la solution particulière sera de la même forme. Je prends sinus oméga t. On peut faire le calcul et on trouve exactement les mêmes expressions de x de t. Et seulement si on a pris x de t dans la même forme que le second nom. C'est-à-dire si c'est cosinus, je prends cosinus, et si c'est je prends sinus, avec les mêmes expressions de x et de phi. Vous pouvez vérifier comme exercice. Mais il faut d'abord transformer sinus en cosinus pour pouvoir la transformer en exponentielle. Mais après, on en parlera pour ça. Voilà, équivalence électrique mécanique. Dans un circuit électrique RLC, on a un générateur. C'est comme dans le TP qu'on va voir, qu'on aurait pu faire, ou qu'on aurait dû faire, et puis que là, je ne sais pas ce qu'on va faire ou non. Donc, on aura un générateur, donc ici, qui va nous générer un signal de cette forme, de 0 sinus oméga t, là c'est sinusoïdal, et on a une bobine, l'équivalent d'une masse, la résistance, l'équivalent de l'amortissement, le condensateur, l'équivalent du ressort, et là c'est la masse. Voilà. Donc la somme, donc là si je fais la loi d'Ema, la somme des tensions est égale à la somme des livrées, bien sûr. Et voilà, ça c'est la tension au bord de la bobine, c'est L dI sur dt, dI sur dt c'est dQ point sur dt point, etc. Donc ça on l'a vu. I c'est Q point, et Q sur C c'est VC. C'est la tension que vous trouvez au bord de Je peux la transformer, cette équation différentielle, pour l'écrire en fonction de VC, de la tension entrante. Comme VC est proportionnel à la charge Q, Q est égal C, VC, dans l'équation. Je remplace par ça dans l'équation. Donc si je dérive deux fois, donc j'aurai Q 2 poids est égal à C, VC 2 poids. 1 poids, 1 poids. Voilà. Je remplace ici, j'obtiens ça. Je divise par LC, j'obtiens cette équation. Et pareil, là, ça va être le delta, et ça va être oméga 0 carré, et ça va être A0. Voilà, et j'obtiens cette voilà, et puis là, je vais écrire la solution directe. Comme là, j'ai un sinus, il faut que j'écrive sinus, la solution, sinus, les 0 sinus oméga. Donc, VC, c'est quoi? C'est la tension au bord du condensateur. C'est elle qui est proportionnelle à la charge Q. Donc, elle varie comme la charge. Et donc, et pourquoi on a choisi VC au lieu de Q? Parce que en TP, on ne peut pas voir la charge, on ne voit que les tensions. L'oscilloscope ne visualise que les tensions, ne visualise pas les charges. C'est pour ça que j'ai transformé en VC, c'est mieux. Voilà, donc si je peux voir la tension ici, je vais voir exactement l'évolution, comme si je suis en train de voir l'évolution, l'oscillation de la masse M du système d'en haut, masse ressort amortisseur, c'est pareil. Voilà, qu'est-ce que je vois? Je vois exactement les mêmes formules, c'est juste les paramètres qui changent. Ici, au lieu de F0, j'ai E0. Et si je regarde les expressions de delta et de oméga 0, ils vont changer, ils sont comme ça. Donc delta, oméga 0 et A0 changent du système à l'autre. Et donc là, on va établir une certaine, si je regarde cette équation, l'équation d'en haut, en fonction de x, du point de vue mathématique, sont les mêmes. Donc, c'est les noms des variables qui ont changé. Donc, les coefficients, je vais faire une comparaison entre les deux équations et on établit une équivalence, un tableau d'équivalence entre les paramètres mécaniques et électriques qui sont là, vous les regardez. Vous avez le document d'office. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir cette amplitude, comme elle dépend de oméga, comme l'amplitude et le déphasage dépendent de oméga, on a dit, et ce serait intéressant de voir comment ils varient, c'est quoi la valeur maximale, c'est quoi la valeur de la pulsation qui les rend maximales, c'est quoi, donc la pulsation, elle est gérée par la force, par l'excitation, et V0 c'est le résultat, c'est la solution qui a l'amplitude V0. Donc ça c'est
l'amplitude, n'oubliez pas, l'amplitude. C'est l'amplitude en hauteur qui change. Très bien. Voilà, je retourne. Donc ça c'est facile, c'est mathématique, donc ça c'est une constante. Moi j'ai cette manière, donc on aurait pu faire le dérivé de cette fonction, comme ça direct, mais là il y a la racine, etc. Ça complique le calcul. Un petit raisonnement, moi je dis, ça c'est maximum lorsque le dénominateur est minimum. C'est logique, non? Donc voyons si les 0, 1 maximum. Soit, je l'écris sous cette forme, comme parce que f est toujours positif. Vous voyez, c'est au carré plus quelque chose au carré. Donc ça, maximum, c'est lorsque ça est minimum. Quand est-ce que f est minimum? Eh bien, quand sa dérivée est égale à 0, pareil. Donc si je dérive ça, c'est mieux que de dériver le tricône, c'est juste pour ça. Donc je dérive ça, voilà. Ça, c'est les calculs que vous les faites. Vous refaites tous les calculs. Donc là, la solution acceptée, hein, parce que c'est positif, donc normalement c'est plus moins la racine, on prend le plus. Donc racine de oméga 0 plus racine moins de delta carré. C'est quoi cette forme? C'est la valeur de oméga qui rend cette amplitude maximale. C'est ça, c'est là. Oméga. C'est celle qui la rend maximale. Donc cette oméga, c'est quoi ça veut dire que si je positionne la force, si je la règle la force avec à une fréquence est égale à oméga r, elle va là, après la masse, elle va osciller comme elle va être très forte, c'est-à-dire avec une amplitude très grande, etc. C'est tout ce que ça veut. Et ça, on appelle ça la résonance. Et la fréquence, là, on appelle la pulsation. Là, on appelle la pulsation de résonance. C'est la pulsation qui rend l'amplitude d'oscillation maximale. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi sur cette résonance? Je vois ici, parce qu'il y a un moins, je vois, ça c'est pas toujours positif, parce qu'en mathématiques, sous la racine doit être positif. Donc ça ne peut exister, le oméga ne peut exister que ce qu'il y a, que si ce qu'il y a sous la racine est positif. Donc oméga 0 carré moins de delta carré supérieur à 0, vous faites les petits calculs, vous trouvez, il faut que delta soit inférieur à oméga 0 sur racine 2. Il faut que delta carré inférieur à oméga 0 sur 2, la racine, donc delta doit être inférieur à oméga 0 sur racine de 2, pour que ça soit positif et pour que donc R existe, pour que la résonance existe. Si la fréquence existe, c'est-à-dire la résonance existe. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire ici? Alors, la courbe de résonance, là, on dit... Mais je crois que sur ce que j'ai publié, c'est visible. C'est des traits donc ok. Donc, la bande passante a montré un moins 3 décibels. C'est quoi cette notion? Cette notion, c'est une notion d'électronique. On l'appelle comme ça, c'est un nom. C'est par définition. La bande passante à moins 3 décibels. C'est quoi? C'est oméga 2 moins oméga 1. C'est un intervalle de fréquence entre oméga 2 et oméga 1. C'est quoi, c'est oméga 2 et oméga 1? Ce sont les deux fréquences correspondant à une amplitude égale à l'amplitude maximale obtenue à la résonance divisée par racine de 2. Donc si on a une courbe comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend le max ici, on le divise par racine de 2, on trace un trait, et les intersections, ça sera oméga 1 et ça sera oméga 2. Oméga 1, je projette ici, je lis la valeur de oméga 2. Je projette ici, je lis la valeur de oméga 1. Oméga 2 moins oméga 1, ça sera la bande passante. Ça s'appelle la bande passante. Pour le verbe amortissement, oui, ça, c'est des calculs aussi, c'est des calculs. Donc, en faisant des calculs, des démonstrations, petites démonstrations, mais là je vous passe les détails, et d'ailleurs c'est pas la peine, moi on ne vous demande pas de le faire. C'est bien toujours de le faire, bien sûr, mais moi je ne le demande pas. D est égal à delta oméga est égal, on peut démontrer qu'elle est égale à 2 delta. Le delta oméga là, il est égal à 2 fois le facteur d'amortissement. Et aussi lorsque, ça par contre on peut le voir facilement, lorsque
l'amortissement est faible, oméga R c'est la même chose que oméga 0, puisque l'amortissement est faible, donc ça c'est 0, oméga R c'est oméga 0 carré, c'est oméga 0. Donc lorsque l'amortissement est faible, oméga R c'est oméga 0. Et aussi on peut approcher la bande passante à 2 delta. Voilà. Par définition, le facteur de qualité, on le définit comme ça. Le facteur de qualité, c'est quoi? C'est un paramètre, son dimension aussi, qui caractérise la qualité de la courbe de résonance. Lorsqu'il est grand, ça veut dire quoi? Lorsqu'il est grand, la résonance, elle est bien prononcée et puis c'est bien étroit ici. Et voilà, la bande passante est petite. Lorsque le facteur de qualité est faible, là, on a ce trait large, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas bien. Enfin bon, ça c'est ça. C'est le facteur de qualité qui caractérise ce fait. Il est égal à quoi? Il est égal à oméga 0 sur delta oméga. On a dit oméga 0, on a dit que le delta oméga, on peut l'approcher à 2 delta. Voilà, donc c'est ça la définition qu'on prend en général. Mais si on a un graphe par exemple, c'est ça. Vous trouvez oméga 0, vous le lisez au milieu, c'est oméga R, c'est la valeur, c'est la position qui correspond au max. Et le delta oméga, c'est vous mesurez oméga 2 et oméga 1 et voilà, vous avez la bande passante, vous appliquez ici, vous trouvez le facteur de qualité, c'est facile, c'est comme ça. Et là c'est juste pour écrire l'amplitude en fonction du facteur de qualité. C'est bien là, vous pouvez le faire, voilà, il faut se rappeler, voilà, donc ça je l'ai dit, le facteur de qualité, à chaque fois qu'il est grand, la résonance est bien prononcée, donc à chaque fois qu'on a l'amortissement faible, on a une meilleure résonance. Donc si par exemple l'amortissement devient de plus en plus grand, on aura une courbe de résonance comme elle va descendre. Si l'amortissement augmente, la résonance descend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résonance. C'est selon ça. Lorsque l'amortissement augmente, eh ben, à un moment donné, ça devient plus grand que ça, et là, on n'aura plus de résonance. Donc, quand l'amortissement augmente, on tend vers une suppression de la résonance. Voilà, donc je retourne ici. Donc, juste, je voulais juste préciser quelque chose que je devais préciser tout à l'heure. Ici, alors, quand est-ce qu'on a cette solution? C'est lorsqu'on a un amortissement. Lorsque l'amortissement existe, il est supérieur à 0. Et on a dit dans ce cas-là, la solution homogène tend vers 0. Mais est-ce que ça c'est vrai? C'est toujours tend vers 0. Les trois là tendent vers 0. Ok. Lorsque delta est supérieur à 0. Mais si jamais delta est égal à 0, c'est-à-dire un système non amorti. Lorsqu'on a un système non amorti, donc là on aura delta égal à 0, alpha égal à 0, donc delta égal à 0. Delta égale à 0, donc ça c'est 0. A sinus, donc oméga à delta égale à 0, donc oméga A sera égal à oméga 0. Donc on aura A sinus oméga 0, T plus phi. C'est l'oscillateur harmonique, non amorti. Donc on aura A sinus oméga 0 T plus. Est-ce que la solution homogène tend vers 0 dans ce cas-là? Non. Donc dans ce cas-là, le régime permanent sera dès le départ, à partir de T. On n'aura pas de régime transitoire. On n'aura pas de régime transitoire. On aura une fonction sinusoïdale plus une autre fonction sinusoïdale. Dès le départ, un seul régime. Donc il faut faire attention ici. Donc système non amorti, delta égale à 0, on aura système régime, un seul régime. C'est la solution complète. Ça sera la solution de l'oscillateur harmonique. Qui est quoi? Qui est A cosinus oméga 0 t plus phi, ou la sinus oméga 0 t plus phi, plus grand X cos oméga t plus phi. Et là, vous aurez X et phi. Mais on a l'occasion de faire des éléments. J'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, à m'écrire dans mes commentaires, à m'emmerder, à tout. Dites-le
يكسبريمي. ميرسي بوكو، جيسبر كو الفيديو هذا ما جاش يطلع اليوم باسكو كبير. صح، على بروشين.